Vous écoutez Côte Sud FM 90.3, démarrage dans quelques instants de votre émission Les Rendez-vous de Côte Sud FM. Jean-Louis Dumas reçoit aujourd'hui l'amicale de détection Landes Gascogne, représentée par son président Marc Houzé, son vice-président André Vasquez et son administrateur Thierry Pujol. Mais auparavant, on va se mettre dans l'ambiance. Messieurs, bonjour. 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 On ne pensait pas, sur Côte Sud FM, avoir invité des pirates. Vous n'avez pas le drapeau noir? Non, pas encore. Pas encore, ça va venir. Alors, pourquoi cette introduction? Puisque c'est vous qui l'avez demandé, hein? Tout à fait. Donc, je vais vous dire, c'est parce que quand on est enfant, ce qu'on rêve toujours, c'est l'île aux pirates, l'île au trésor, etc. Donc, depuis tout petit, on cherche tous un peu la quête de ce trésor. Donc, la musique s'y prête bien. Voilà, parce que vous recherchez des trésors, parce que vous faites partie de l'association amicale détection Landes Gascogne. Et tout à l'heure, Manuela a présenté André Vasquez comme vice-président de cette association, ce qui est vrai, hein, bien évidemment. Oui. Je la rassure tout de suite, parce que je vois qu'elle me regarde avec des gros yeux. Elle me dit je me suis trompé. Mais non, Manuela, vous n'êtes pas trompé. Par contre, vous êtes le président fondateur. Oui, tout à fait. J'ai lancé dans l'association en 2002, avec 3 copains. On s'est dit on va essayer de lancer ce style d'association qui est méconnu sur les Landes. Et donc, de fil en aiguille, 3, 6, 9, 10, 20, 30, voilà, des gens se sont rejoints à nous pour améliorer un petit peu l'association et pouvoir... Voilà, parce qu'il y en a qui rêvent, paraît-il, de conduire des trains. Vous êtes, comme le disait tout à l'heure Marc, vous rêvez de trouver le trésor, le Saint Graal. Ah, le trésor, je crois que le trésor, c'est le plaisir. Ouais. C'est ce que je dis aux gens. Nous, le plus grand trésor, c'est le plaisir qu'on a de faire ce loisir. Et le Graal, vous avez toujours... vous aimeriez le trouver? Alors, on l'a déjà tous trouvé. Enfin, pour ceux qui sont mariés. Ah, vous avez la chance. Ah, d'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, qu'il est bien cet homme-là. D'accord. Non. Oui, non, on a trouvé donc une passion, surtout. Donc l'utilisation des détecteurs de métaux, pour nous, c'est une passion parce que c'est la recherche de l'objet, quel qu'il soit. Hein. Et au moment où vous avez un son qui met le détecteur, c'est comme si l'objet vous parlait. Et là, vous êtes un petit peu, vous avez le cœur qui bat, et puis vous commencez à creuser, et vous découvrez l'objet. Alors, quelquefois, c'est une tirette de boîte de coca, c'est un clou, c'est une vis, quelquefois, ça peut être une petite bague, une pièce de monnaie. Donc, voilà. Tous les objets nous intéressent, et puis nous procurent cette petite sensation de plaisir. Et puis, peut-être aussi le fantasme de pouvoir remplir son livret de caisse d'épargne. Non, pas vraiment, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est tout faux, là. D'accord. Donc la motivation financière, elle n'y est pas. Non, alors là, absolument pas. D'ailleurs, c'est une règle dans l'association. Tous les membres de l'association, il faut qu'ils soient totalement désintéressés des objets qu'ils trouvent. La preuve, quand on en parlera tout à l'heure, quand on va dans un champ, tous les objets sont remis au propriétaire du terrain. D'accord. Alors justement, vous faites partie de ces rares associations qui ne lançaient pas un appel aux bénévoles, forcément, parce que quand nous recevons des associations, très souvent, en fin d'entretien, le président ou le vice-président, les bénévoles disent écoutez, on va donner notre numéro de téléphone parce que nous avons besoin de bénévoles pour des permanences, pour faire des travaux, etc. etc. Vous, sagement, vous avez limité le nombre d'adhérents dans votre association. Oui, on veut principalement avoir une qualité au niveau des membres. Bon, on a le droit on a des invités, donc des gens qui veulent s'initier à la détection peuvent venir lorsqu'on fait une sortie champ avec un détecteur ou pas, on peut leur en prêter. Et puis, ça leur explique un peu, ça leur montre ce que c'est que notre loisir, notre passion. Mais nous, les seules fois où on demande à ce que les gens nous appellent, c'est surtout quand ils perdent un objet métallique, on en parlera aussi tout à l'heure sur l'opération J'ai perdu, pour aller les aider gratuitement à retrouver ces objets. Voilà, parce que la détection des métaux, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur votre site. Il y a bien évidemment les objets perdus, mais c'est aussi un travail par rapport aux pages d'histoire oubliées, et c'est la préservation du patrimoine.
Alors j'imagine que tout ça aussi, c'est codifié. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Les lois, en plus, évoluent, parce qu'il y aurait bien que dans ce secteur qu'elles n'évolueraient pas. Vous êtes donc particulièrement vigilant et peut-être, voire aussi, contrôlé. Ou vous faites vous-même de l'autocontrôle. Oui, en effet, on fait donc de l'autocontrôle, ça c'est évident, hein, au niveau des membres de l'association, mais surtout... N'entre pas chez vous qui veut. Ah non, non, c'est-à-dire que si quelqu'un veut venir dans l'association, il le peut sans problème. Il est pendant une année un invité, donc il vient aux sorties, on voit son comportement, et en plus de ça, il faut que le feeling passe, aussi bien lui vis-à-vis de nous que nous vis-à-vis de lui. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de problèmes, on a dû virer une ou deux personnes, on n'a pas rappelé certaines personnes qui ne correspondaient pas à l'éthique de l'association. Après, il y a aussi une chose très importante, c'est que quand on utilise un détecteur de métaux, on doit respecter certaines règles, certaines lois. Et vis-à-vis des relations qu'on a avec les archéologues, on ne peut pas se permettre de prendre un loup dans la bergerie, on va dire. D'accord. Alors, il y a la loi, ça c'est une chose, et vous avez employé le mot éthique. Vous pourriez revenir là-dessus ? Alors, l'éthique, c'est déjà... il faut que ce soit une passion, que ce soit un plaisir. Déjà, ça commence comme ça. Dès qu'il y a un aspect financier, pécunier, c'est pas bon. Donc on ne vend pas, on ne pille pas, des choses comme ça. Genre on voit c'est pas un enrichissement personnel. Personnel au niveau de la culture, au niveau du plaisir, bien mais sûr. Surtout pas au niveau financier. Non, rien de tout ça. Bon, mais évidemment, quand on trouve de la monnaie sur la plage, on va pas la remettre systématiquement à la police. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'en sert pour acheter le pain, choses comme ça, quoi. D'accord. Pour l'association, lorsque vous faites des petits mâchons, comme on dit dans la région lyonnaise, lorsque vous faites des repas. Ah, je vois que Machon, vous ne connaissez pas. Non, d'accord. Alors, donc, on va dire, pour faire des repas entre vous, festifs. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est évident que quand on va restituer un objet à une personne, quand on lui retrouve son alliance comme ça, elle est heureuse comme tout, elle dit, qu'est-ce que je peux faire ? Elle dit, si vous voulez faites un don, donnez ce que vous voulez, une petite somme, et puis ça nous permet, à la fin de l'année, de faire un repas tous ensemble lors de l'Assemblée Générale, ou faire une brochette partie, choses comme ça de temps en temps, voire même organiser une sortie hors paillage, comme on le fait régulièrement en Ariège tous les 2 ans. Alors, je me tourne vers Thierry Pujol. Thierry, vous êtes administrateur. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, administrateur, en fait, on fait partie du bureau de l'association et on participe aux réunions, par exemple, avec les archéologues. On participe aux réunions aussi pour introniser une personne qui veut rentrer dans l'association. Voilà, donc on est participant à part entière à l'association. Voilà, moi je fais de la détection depuis plus de 40 ans maintenant. Et j'ai découvert l'association avec André. Et en fait, donc de fil en aiguille, moi je suis rentré dans le bureau en fait de cette association. Alors donc depuis 40 ans, donc vous aussi c'était au départ une passion ? Une passion, moi en fait j'étais passionné par les cailloux. Et pour rechercher mes cailloux dans des grottes, des cailloux qui contiennent du métal, puisque nos appareils ne fonctionnent que lorsqu'il y a du métal. Oui. Voilà, donc j'avais acheté un détecteur pour essayer. Puis je me suis aperçu que quand on le passait, on trouvait un peu de tout, quoi. Et des objets anciens, des objets nouveaux, voilà. Et donc c'est une passion. Et dès qu'on trouve un objet, moi je ne m'intéressais pas forcément à l'histoire, on trouve une pièce de monnaie. Sur une pièce de monnaie, on va trouver une date, on va trouver une effigie d'un roi, et là on commence à s'intéresser, à savoir pourquoi cette pièce est là, à qui elle appartient, quel était ce roi, comment ça se fait que cette pièce se trouve sur un chemin perdu dans une forêt, par exemple. Voilà, et donc on s'intéresse progressivement à l'histoire. Effectivement, comme disait Marc, ensuite ça devient une passion. Et on bouquine, on se renseigne, et puis on continue, voilà. Mais toujours dans la réglementation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation très forte, on en parlera sûrement tout à l'heure. Et donc, il faut faire attention à ce que l'on fait avec ces appareils. Parce que lorsque vous creusez pour retrouver un objet, en fait, vous chamboulez toutes les couches historiques qu'il y a dessus. Une pièce se trouve à une certaine profondeur. À cette profondeur, on ne va pas trouver que la pièce, on va trouver les pollens, on va trouver tout ce qu'il y a autour et qui, en fait, comme on dit, c'est l'ADN en fait du site. Et l'ADN va nous permettre de savoir à quelle époque cette pièce a été enterrée, qu'est-ce qu'il y avait autour, est-ce qu'il y avait des tessons de poterie qui vont peut-être aussi intéresser les archéologues pour savoir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, dans ce site-là. Alors je comprends mieux effectivement l'éthique, le fait aussi de ne pas mettre le loup dans la bergerie, comme vous le disiez tout à l'heure. En tant que président fondateur, André, tout ce qui vient d'être dit,
C'était déjà dans l'esprit en 2002 quand vous avez créé l'association. Est-ce que déjà la loi était aussi contraignante qu'aujourd'hui? La loi a toujours été contraignante. Bon, au départ, c'était surtout un peu un amusement, façon de parler, même si on voulait que ça soit carré au niveau de l'association. Voilà. Après, de fil en aiguille, surtout quand on commence à avoir plus de personnes, voilà, comme disait Marc, il faut faire attention les personnes qui arrivent qu'on ne connaît pas. Bon, quand on est 3 copains, ça va. Mais il y en a un 5e, un 6e, j'ai un copain qui vient, tout ça. Bon, on s'est aperçu que des fois on amène un copain, mais le copain n'est pas un bon copain, on va dire, en façon de parler. Au moins au niveau de l'association, hein, voilà. Donc on est obligé, et de fil en aiguille, on structure l'association, parce que au départ on fait ça un petit peu dans l'amusement. C'est comme vous, la radio, vous faites une petite radio, puis vous devenez une grande radio nationale. Mais l'association c'est pareil, on est parti petit, et après il faut structurer, il faut mettre des règles, règles intérieures de l'association, les statuts, tout ça, et voir qui c'est que on peut avoir un petit peu de bien dans l'association. Voilà, parce qu'il en va effectivement de la vie de l'association. Si jamais à un moment donné vous passez à côté de la réglementation, le préfet peut très bien prendre la décision, peut-être pas le préfet, le site archéologique, enfin, je ne sais pas, oui. Il y a une autorité à un moment donné. Quelle est votre autorité de tutelle à vous? Il n'y en a pas. C'est au niveau, comme on est déclaré en préfecture, c'est le préfet normalement qui gère les associations. Voilà. Mais disons que nous, ce qui peut nous tomber sur la tête, c'est quand même avoir des poursuites judiciaires lorsque, si par exemple, on enfreint la réglementation, la loi qui existe sur l'utilisation des détecteurs de métaux. Je vais avec mon détecteur sur une villa romaine, je sors des pièces de monnaie ou autre chose, une fibule, des choses comme ça. Bon, là, je suis totalement hors la loi. Automatiquement, le service archéologique de Bordeaux va me tomber dessus. Et puis là, j'ai droit à une bonne amende, confiscation du matériel, enfin tout ce qui va avec. Et ce serait remettre en cause l'éthique de l'association, bien évidemment. D'accord. Alors tout à l'heure, vous n'avez pas compris quand j'ai dit le machon. Moi, j'ai pas compris quand vous avez parlé de fibule. Alors une fibule, c'est une petite agrafe de l'époque, on va dire l'époque romaine, petite agrafe qui servait à tenir les vêtements. Voilà. C'est comme une espèce de ressort avec une pointe, voilà, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'en étant dans votre association, on devient, au point de vue historique, de plus en plus savant. Fibule, vous connaissez ça il y a 40, 50 ans? Non. On apprend, voilà. Comme l'a dit Thierry, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de fil en aiguille, on trouve un objet, un autre objet. Alors on s'intéresse, qu'est-ce que cet objet? Essayer de trouver ce que c'est. Donc sur Internet, maintenant, ça va très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors quelquefois, il arrive qu'on trouve un objet, on ne comprend pas ce que c'est au début, puis après on dit, mais attention, ça c'est historique, c'est archéologique, ça peut intéresser les archéologues. Stop, on arrête de creuser. On a des relations avec le service régional de l'archéologie à Bordeaux. On les prévient, on dit voilà, on a trouvé ça à tel endroit, et après on les laisse mettre. C'est eux qui font. À savoir que tout ce qui est trouvé dans la terre appartient à son propriétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le propriétaire du terrain. Le propriétaire du terrain. Tout à fait. D'accord. Les métaux, préservation du patrimoine, page d'histoire oubliée et objets perdus. Il me semble que les objets perdus, c'est peut-être le point central de votre association. Oui, en réalité, l'opération J'ai perdu, on l'a installée presque à la création de l'association. Donc, la création en 2002, donc en 2003-2004, on a commencé autour des plages avec André d'ailleurs, autour des plages de Vieux-Boucau et de Messanges, à proposer nos services parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient nous voir le soir quand on arrivait sur la plage. J'ai perdu mon alliance, j'ai perdu mes clés. Alors, bien évidemment, on prenait le temps de rechercher, on retrouvait plus ou moins. Puis, comme on se rencontrait avec André, tiens André, il y a une alliance, si tu la retrouves, je ne l'ai pas trouvée. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à proposer notre service un petit peu en fonction des membres de l'association qui venaient. Donc Thierry sur la région d'Hossegor et d'autres après sur le nord du département. Donc on a mis en place ce service. Donc pour faire connaître, on a contacté, et tous les ans on contacte toutes les mairies de la côte, et toutes les mairies où il y a des bases nautiques, parce qu'on peut aussi chercher les objets qui tombent dans l'eau. Et donc, ça s'est étendu. Maintenant, on fait ça depuis Sanguinet, Biscarrosse, en descendant jusqu'à la Benne. D'accord. Donc, pour vous, c'est quand même un point très, très important. Oui, c'est très important. Bon, après, on a des partenaires. Les partenaires, ce sont les MNS surtout, qui sont les premiers, ils nous appellent. Il n'y a qu'eux qui ont notre numéro de téléphone avec gendarmerie, police, et puis les offices de tourisme, et bien évidemment les mairies. Donc, ils nous appellent. On prend note donc, de l'objet perdu, de la civilité de la personne, pour, si jamais on retrouve l'objet dans l'hiver, on puisse la recontacter. Ce qui est arrivé déjà au mois d'avril. J'ai retrouvé une alliance sur l'Itimix, donc Cap de Lomy, aux plages de la Cap de Lomy, qu'on avait recherché au mois d'août. Alors on avait ce qui était gravé à l'intérieur, la description, et là je suis tombé dessus donc au printemps, au mois de mars-avril, et donc j'ai contacté la personne qui habitait à Lyon, j'ai dit voilà, j'ai retrouvé votre alliance, je peux vous l'envoyer, pas de problème. Elle ne devait plus y croire.
Non, mais il y en a qui croient toujours. Hein. Il y a une personne qui m'appelle tous les ans depuis plusieurs années. Il a son bracelet. Bon, c'est un bracelet en or malgache qui a été offert par la belle famille, qu'il a perdu sur une plage. Ouais. Donc il dit, est-ce que vous l'avez retrouvé? Est-ce que vous l'avez retrouvé? Je dis non, pas encore, mais on espère toujours le retrouver et ça peut arriver. Hein. Et là où vous êtes particulièrement fort, c'est qu'en général, quand on perd la vertu, c'est foutu. Vous avez réussi à retrouver le vice et la vertu. Oui, alors la vertu. Ça date de 2013, ça. 2013, oui, c'est une histoire, une belle histoire en fait. La vertu, c'est une bague qui a été créée par le créateur de bijoux Mauboussin, donc une bague d'une certaine valeur. Et en fait, c'était une dame qui l'a portée. Cette bague lui avait été offerte par son mari pour la naissance de leur fille, il y a 8 ans. Elle ne l'avait jamais quittée. Bon, c'est une bague assez lourde quand même. Et la dame a eu l'imprudence d'aller nager au milieu du lac d'Hossegor. Voilà. Et tout d'un coup, elle a senti partir sa bague. Elle est partie au milieu du lac. Alors imaginez la détresse de cette dame qui a essayé de la retrouver par elle-même en plongeant avec son masque. Mais elle n'a rien vu, bien sûr, parce que un objet en or comme ça qui tombe dans il s'enfonce dans le sable. Il s'enfonce dans le sable systématiquement de 2 ou 3 centimètres et puis c'est fini, on ne le retrouve plus. Voilà, alors il nous a contactés, donc Marc et un autre équipier ont été pour chercher la vertu, puisque en fait il y avait 2 bagues, le vice et la vertu. Oui. Le vice qui était fabriqué avec de l'onyx noir et la vertu qui était avec de la nacre blanche. Donc là, c'était la vertu qu'il fallait rechercher. Donc Marc a passé un peu de temps à rechercher avec les repères que nous avait donnés cette dame. Mais ces repères étaient un petit peu fluctuants. Par contre, quand elle a plongé, elle avait repéré ce qu'elle nous disait être un rocher. Un rocher dans le lac d'Hossegor. Bon, on savait qu'il y en avait un petit peu sur les bords, mais au milieu, on ne savait pas. Et donc au bout de 3 heures, on a abandonné, puis nous y sommes revenus, et nous avons repassé 3 heures dans ce lac, et en cherchant, au bout d'un moment, on est tombé sur une espèce de grosse masse sombre sous l'eau, qui n'était pas en fait un rocher, mais un tronc de pin, un vieux tronc de pin qui avait pourri, et qui s'était solidifié. Et en fait, on aurait cru un rocher. Donc là, on s'est dit, on est sur la piste. Et en cherchant autour, bien sûr, on a eu un son à un moment donné, et au milieu des coquillages et des huîtres qu'on a récupéré dans notre gamate, est réapparue la vertu. Donc nous avons restitué à la personne. Et bon, je ne vous raconte pas le bonheur de cette dame d'avoir retrouvé la vertu. Elle a été généreuse, cette personne? Oui, alors bien sûr, pour une bague de cette somme-là, elle nous a fait un petit don, voilà, un don en bouteille de vin, je me rappelle. J'allais parler au trésorier, moi. Oui, il y avait aussi un don sonnant et trébuchant qui nous a permis de constituer une cagnotte pour notre repas de fin d'année. Ça fait plaisir, ce genre de choses. Ah oui, bon, surtout tous les ans, on restitue en moyenne entre 50 et 70 objets sur 100, 140 appels à peu près. Tous les ans, c'est ce qu'on a. Donc, on a toujours 1 fois ou 2 fois par an une chose exceptionnelle à faire. Alors, on a fait, dans l'opération que j'ai perdue, on a fait une chose un peu étonnante, on va dire. C'était dans une usine de produits chimiques des Landes, donc classée type Céveso. Au moment de l'ensachage de 24 tonnes de matière, donc du granulé, produits chimiques, dans des sacs en papier, ils ont perdu l'embout de la vis sans fin qui fait l'ensachage. Ils s'en sont rendus compte à la fin, quand ils ont fait le dernier sac, ils ont dit mince, il manque un morceau de métal. Et quand vous avez dans un sac, on ne savait pas lequel, il y en avait quand même 24 tonnes de produits, des sacs de 20 kilos. Donc il y avait quelques palettes. Ils nous ont demandé, est-ce que vous pourriez, avec vos détecteurs, trouver le sac dans lequel est cet objet? Parce qu'eux, ils ne sont pas équipés pour ce genre de choses. Non, ils n'ont pas. Bon, c'est pas prévu non plus de perdre l'embout d'une vis sans fin dans une usine. C'est vrai aussi. Ouais. Donc, bien évidemment, ils nous ont demandé si on pouvait intervenir. Ils ont dit, mais on a dit, bien sûr, on peut vous le faire, mais il nous faudra du personnel pour déplacer les sacs, etc. Donc, on était à 4 personnes. Un détecteur de métaux suffisait. Et puis, ils nous ont amené les palettes une par une, bien évidemment équipés comme des cosmonautes, c'est-à-dire type Céveso, c'est-à-dire une combinaison complète, les gants, le masque, etc. Et nous, la partie à passer tous les sacs, couche par couche, chaque palette, tous les sacs qu'il y avait, en déplaçant les sacs d'une palette sur une autre palette, etc. Et bien évidemment, on l'a bien retrouvé, oui, mais on l'a retrouvé à l'avant-dernière palette. Donc 23 tonnes et demie à peu près, quoi. Alors, vous n'êtes pas malin quand même. Ben non, comme dit François, un éminent membre de l'association, vous auriez dû commencer par la fin. Bien évidemment. Voilà. Mais bon, c'était bien. Le directeur de l'usine a été enchanté parce que ce type de matière, quand ça part, si ça a été parti dans une usine, dans une usine produits chimiques, vous imaginez un morceau de métal en inox qui part dans les tuyaux, ça peut faire du dégât, quoi. Bien sûr. Alors là, votre trésorerie, ça n'est bien ressenti?
Oh, oui, tout à fait. Mais bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. La motivation, c'est quoi? C'est de retrouver l'objet. Voilà. C'est vraiment, que ce soit une clé de voiture, que ce soit une bague à 7 000 € ou 4 000 €, que ce soit une simple alliance en argent, hein, ou une bague en argent, n'importe quoi. Nous, c'est le plaisir, c'est rechercher et retrouver. Voilà. Et puis, bien évidemment, quand on peut restituer, ben là, c'est le Graal, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, en ce qui concerne l'écologie, je crois que vous faites aussi un travail relativement important. Parce que d'une part, vous nettoyez et ensuite vous recyclez. Qui s'occupe de ça? Un peu tout le monde. Hein. Chaque prospecteur qui fait de la prospection, que ce soit sur les plages ou sur la terre, a pour ordre de ramasser tout ce qui traîne par terre. C'est-à-dire, tous les métaux, voilà, on en saute un petit peu, mais on ramasse et on recycle. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on récupère tout ça. On trie l'aluminium, le cuivre, le zinc, tout ça. Et tout ça part dans un récupérateur de métaux qui nous le contribue en monnaie trébuchante, on va dire. D'accord. Voilà. Et ça augmente aussi la cagnotte de l'association. Voilà pourquoi on n'a pas de demande personnelle à faire au niveau du fonctionnement de l'association. Voilà, donc vous tournez sans subvention. Alors si, on a une subvention de la commune de Lenquac, parce que moi j'habite la commune de Lenquac en tant que président, et le maire a la gentillesse de participer pour 25 € ou 30 € tous les ans à notre subvention. Mais ça c'est par principe, c'est très gentil de sa part. Mais vous n'avez pas besoin d'une grosse subvention pour, non, on a eu besoin d'une subvention il y a un certain temps pour créer un site internet, parce qu'il faut se faire connaître maintenant les moyens modernes, un site internet. Donc on a créé, et le conseil général nous a donné une subvention pour pouvoir faire à l'origine le site internet, il y a quelques années de ça maintenant, qui fonctionne bien et sur lequel on peut nous contacter à amicaldetection.com. Voilà, oui, je confirme que la subvention a été bien utilisée parce que le site est très bien fait. Hein. Il est clair, c'est parfait. Les plombs perdus par les pêcheurs, vous les récupérez aussi? Ah oui, on en trouve énormément. Alors, quand quelqu'un perd un objet sur la plage, quel qu'il soit, notamment un plomb de pêche, il s'enfouit de suite dans le sable. Et il est hors de portée au bout de 2-3 jours. Par contre, l'hiver, avec toutes les tempêtes que nous avons ici, les mouvements de sable, eh bien, en fait, tous les objets remontent. Donc c'est vrai que les objets, on les trouve plutôt l'hiver. Et notamment, quand la mer vient vraiment enlever beaucoup de sable et gratter, faire redécouvrir des blocos qu'on n'avait pas vus depuis 30 ans, eh bien là, on retrouve des plombs de pêche. Alors on les reconnaît, les vieux plombs de pêche, ils sont blancs en général. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les récupère, comme disait André, on les recycle, soit on les donne aux pêcheurs que nous rencontrons. Ça permet de discuter, ça fait plaisir. Voilà. Et ce qu'on a fait une fois, par contre, nous avons donné un lot de plombs de pêche à l'association de pêche de Biscarrosse. C'est l'école de pêche de Biscarrosse. À Biscarrosse, il y a une association de pêche en mer et ils ont une école de pêche. Et un jour, on a eu l'occasion de rencontrer une de ces personnes. On lui a dit, mais nous, on a des plombs de pêche, si vous en voulez pour votre école. On leur a donné, je ne sais plus, 50 ou 60 kilos de plombs de pêche. Et donc, ils étaient bien contents. Ça leur a fait aussi une petite économie. Donc ça, c'est l'entraide entre associations. Voilà, alors 50 kilos de plomb de pêche, j'imagine qu'en nombre de plombs, c'est énorme. Oui, après, les plombs de pêche, ça va de, on va dire, 30-40 grammes, et ça monte jusqu'à 100-180 grammes. Un plomb articulé, ça va assez vite. Mais bon, après, on avait choisi des jolis plombs. Bon, après, ils voulaient aussi quelques plombs qui étaient usés, qui n'étaient pas très bons, parce qu'ils les font fondre et ils ont des moules pour refabriquer. Mais on est disposé, on en a tout un tas, on en a des caisses pleines, vous imaginez pas, donc de plombs de pêche. Vous êtes une association ressources. On peut dire ça comme ça aussi. Vous avez parlé de l'éthique qui vous anime, et en plus de l'éthique, il y a aussi quand même la contrainte des règles et des lois. Les lois qui étaient ce qu'elles étaient il y a quelques années, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et puis que peut-être que demain, elles vont aussi évoluer. Alors là, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que c'est une condition, le respect, c'est une condition sine qua non pour la survie de l'association. Oui, tout à fait. Donc, au niveau détection de métal, il n'existe pas 50 lois, il en existe une particulière qui stipule l'utilisation des détecteurs de métaux. C'est l'article L542-1 du Code du patrimoine, qui dit « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à effet de recherche de monuments, d'objets
pouvant intéresser l'histoire, la préhistoire ou l'archéologie sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualité du demandeur et ainsi que de la nature des recherches voulues, quoi. Donc en réalité, si on prend un détecteur de métaux et qu'on a l'intention de chercher quelque chose, un objet archéologique, par exemple une pièce romaine peut être un objet archéologique, eh bien vous êtes en tort normalement, vous êtes en tort. Donc c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc il faut demander l'autorisation au préalable. Alors il faut demander une autorisation au préalable. Donc c'est une autorisation préfectorale qu'on a déjà eue au niveau de l'association. On en a déjà eu 3, dont une sur la commune de Cachin où on a découvert un dépôt, enfin un trésor monétaire des pièces de monnaie, donc une vingtaine de monnaies de Louis XVI en argent, donc des écus, mais qui en réalité étaient des faux écus. C'est quelque chose d'assez rare, la fausse monnaie de l'époque. La fausse monnaie d'époque, on peut dire, parce que ça avait été fabriqué avec un mélange de plomb, d'argent, choses comme ça, avec un système de moulage. Il prenait une vraie pièce, il faisait le recto, il faisait le verso, il collait ça ensemble avec un système de résine, avec de la cendre, enfin bref, quelque chose de... Enfin, ils ont même créé des pièces qui n'existaient pas, puisqu'ils ont utilisé l'avers de l'atelier de Bayonne et le revers de l'atelier de Pau. Alors, quand vous avez une pièce de monnaie, vous avez des symboles qui peuvent être différents en fonction des ateliers. Donc là, on a des pièces uniques. D'accord. Alors là, vous avez fait comme dans les films, vous avez mis la pièce entre vos dents et vous l'avez tordue ? Pas trop, parce qu'elles partaient en poudre un petit peu. Hein. Le métal, c'était pas de l'argent. Hein. non, voilà. Donc ça a fait. Alors ça, on était sous une autorisation préfectorale, donc délivrée par le préfet et par les services archéologiques. On a fait donc là-dessus un compte rendu de recherche, une synthèse qui a été publiée dans la revue archéologique, je crois en 2012, 2011. D'accord. Alors donc nous ici on n'a pas de poil à long manche pour chercher, on ne fait pas partie de votre association, nous sortons des studios de la radio et hop on tombe sur une pièce qui sort toute seule du sol. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors là c'est une trouvaille fortuite, vous n'avez pas de détecteur, donc c'est une trouvaille fortuite. Donc là, si c'est un objet qui intéresse l'art, l'histoire ou la préhistoire comme c'est indiqué, vous devez systématiquement le déclarer, normalement, à la mairie ou au service archéologique. C'est-à-dire on prend la pièce et on dit on a trouvé ça. Alors bon, après une pièce de monnaie toute seule ne représente pas vraiment. Si jamais vous en trouvez une, vous grattez un peu une deuxième, une troisième, quatrième, hop là, peut-être trésor, peut-être élément archéologique, on ne sait pas. On touche plus. On arrête et on prévient. Alors on protège bien évidemment, c'est évident. Et donc là, après, c'est les services archéologiques qui prennent le dessus, qui prennent la main automatiquement, comme c'est fortuit. Là, on est dans un cas particulier. Si le terrain, ça c'est une nouvelle loi depuis 2016, si le terrain n'a pas été cédé depuis, on est sous l'ancienne loi, c'est-à-dire 50-50. 50% de ce qui a été trouvé va à l'inventeur, celui qui l'a trouvé visuellement, ou en grattant la terre, par exemple un maçon qui casse un mur, et 50% va pour le propriétaire du terrain. Maintenant, si le terrain a changé de propriétaire depuis la loi donc, de juillet 2016, à ce moment-là, si c'est un intérêt archéologique ou historique, l'État en devient le propriétaire. C'est pas simple quand même, votre histoire. C'est pas simple, mais bon, après, une fois qu'on sait les choses, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. C'est clair. Bon, tout le monde le sait dans votre association ? Oui. Enfin, tout le monde est au courant. D'ailleurs, on le rappelle. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on faisons des sorties champs, nous avons des invités. Nous leur réexpliquons les lois. Nous avons une petite fille, une charte qu'on a mis dans l'association. Les gens signent le papier comme quoi ils s'engagent à respecter cette charte. D'accord. Alors moi, je suis propriétaire d'un château. Il n'est pas classé et j'aimerais savoir s'il n'y a pas dans les murs ou sous les escaliers, s'il n'y a pas des choses qui ont été cachées ou perdues. Comment je procède ? Parce que là alors, je suis chez moi. Alors là, il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez nous contacter via notre site, via le téléphone. Bref, vous nous contactez. On organise un rendez-vous pour des recherches. Alors là, on vient à plusieurs, on vient 4, 5 en fonction de la surface qu'il y a à faire. Et on recherche dans les murs, les choses comme ça. Bon, là, bien évidemment, on établit ce qu'on appelle un petit papier qui dit que d'un côté, pour nous protéger nous aussi et le propriétaire, comme quoi vous êtes bien le propriétaire du château et que tout ce qui est trouvé, ça reste votre propriété. Après, nous, on peut demander soit 10%, soit 5%, soit une petite somme pour défrayer le déplacement. Nous, c'est vraiment le plaisir de rechercher et de trouver, bien évidemment. Hein. Après, l'objet, c'est l'objet, quoi. Le souvenir est presque aussi beau que l'objet. Ouais. Le cœur, il cogne quand ça commence à bourdonner dans le casque. Oui, ça c'est sûr. Oui. Alors en plus, avec les détecteurs que l'on a aujourd'hui, en fonction de la sonorité que l'on a dans le casque, on peut déjà savoir de quel type de métal.
on va trouver. Que vous avez des sons aigus, des sons graves. Et en fait, quand on connaît bien son détecteur, avec les nouveaux détecteurs, ce sont quand même des détecteurs qui coûtent plus de 2000 €. Bon, on en trouve aujourd'hui. C'est le détecteur moyen, ça, c'est le prix moyen? Non, le prix moyen. Alors, on commence un détecteur, on va le trouver à partir de 300 €. Là, c'est un petit appareil, on va régler la puissance. Voilà. On ne pourra pas aller partout, parce que les sols aussi ne se prêtent pas tous facilement à la détection. Il y a des sols comme par exemple le sable mouillé sur la plage. Le sel étant conducteur, va créer un écran et va renvoyer le champ magnétique que l'on envoie avec notre tête de détection, va renvoyer. Et puis on va avoir plein de faux signaux. Donc on ne pourra pas s'approcher avec un détecteur à 300 €, on ne pourra pas s'approcher de l'eau salée. Voilà. De même que sur des terres africaines ou des terres australiennes, il y a des détecteurs spécifiques qui sont faits pour retrouver des pépites d'or, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, quand on a un détecteur d'un certain niveau, on peut arriver déjà à détecter, à se dire, voilà, je vais trouver tel métal. Et des fois, on est surpris parce que la tirette de canette de coca, par exemple, a le même son que l'or. Souvent sur la déception là. Alors là, grosse déception des fois. Voilà. Mais bon, en général, effectivement, quand on commence à creuser et que le son se rapproche, on a le cœur qui bat un peu plus vite. Ouais. Et alors, quand vous voyez apparaître quelque chose qui brille, alors là, le cœur s'emballe, effectivement. Et une fois qu'on a trouvé l'objet, après, on le pose et on passe à l'autre objet. Voilà, et en fait, c'est une chasse permanente comme ça, et un plaisir, comme dit Marc, un plaisir de découvrir. Ouais. Voilà. Alors, je crois que vous avez découvert aussi quelque chose à la suite d'une troisième mi-temps de rugby, je crois. Hein, c'est ça? Alors ça, c'est une autre histoire. C'est une belle histoire. Oui, toujours pareil. Hein, en prospectant sur une plage, complètement par hasard, un gros son qui se déclenche dans mon détecteur. Et en fait, on se méfie aussi, parce que sur les plages, vous savez qu'on a le mur de l'Atlantique qui passait ici. On peut trouver aussi de temps en temps des objets d'artillerie, des obus, des choses comme ça. Et donc là, ça vous est arrivé, ça? Oui, bien sûr. Ça arrive. Alors, nos buts, là, vous reculez, là. Alors, en général, on se méfie déjà parce qu'on le sait avec le son, on sait ce que c'est et on voit que c'est gros, donc là on se méfie. Bon, on découvre légèrement le sable, si on voit que c'est un obus, on appelle la gendarmerie, qui ensuite contacte la préfecture, qui ensuite contacte les démineurs. Alors on a la chance d'avoir des démineurs qui sont ici à Saint-Martin-de-Seignant et qui interviennent régulièrement pour enlever l'objet. Soit ils le font exploser sur place, soit ils le ramènent chez eux. Bien. Voilà, alors, revenons à nos rugbyman. Alors rugbyman, oui, effectivement, moi j'ai pensé d'abord que c'était un obus. Donc j'ai creusé tout doucement et puis en fait je me suis aperçu que ça n'avait pas la forme d'un obus, c'était une espèce de plaque. Alors j'ai passé ma pelle dessous, là j'ai remonté ça, c'est sorti du sable et là j'ai vu apparaître une espèce de fronton en bronze avec écrit Comité d'Auvergne de rugby, division honneur. Alors là, de suite, ça a fait tilt. Je connais un petit peu le rugby. Je sais qu'il existe des boucliers de Brennus qui sont remis chaque année. Et en fait, sous ce fronton apparaissaient des dates avec des villages que je ne connaissais pas. Alors apparemment, c'était des villages qui se trouvaient en Auvergne. Bon, après quelques recherches, j'ai réussi à contacter le comité d'Auvergne de rugby qui m'a dit « Ah oui, c'est bien à nous ». Alors, il faut dire que j'avais trouvé ça sur la plage centrale d'Hossegor. Comment un objet provenant d'un trophée de rugby auvergnat se retrouvait sur une plage à Hossegor. Bon, j'ai posé des questions et on m'a expliqué. En fait, c'est l'équipe de Romagna qui, en 2002, a gagné le championnat honneur de rugby. Et donc, fort de cette victoire, ils sont venus fêter la victoire à Hossegor. Et donc, dans tous les bars de la plage centrale, ils ont fait le tour. Et bien sûr, dans l'euphorie un peu de la victoire, ils ont été se baigner. Comme c'est bien dit. Voilà. Ouais. Et ils ont été se tremper un petit peu. Et ils ont dit, on va faire profiter le bouclier de cette victoire. Et ils ont été faire du moré avec le fameux trophée. Donc, trophée de rugby, bon, ça flotte plus ou moins. Et ce qui devait arriver arriva. Le trophée est parti dans une vague et on ne l'a jamais retrouvé. Et ils nous ont dit, on était en 2009, ça faisait 7 ans que cet objet se promenait dans le sable de la plage des Landais. Voilà, donc c'est une belle histoire. Le président de l'époque m'a appelé, il était heureux comme tout. Donc Marc a créé un petit support en bois, on a recollé la plaque avec quelques coquillages dessus quand même, parce que 7 ans dans la mer, ça, il reste des choses. Et donc on leur a renvoyé ça, ils nous ont envoyé la photo de l'équipe. Bon,
On avait la photo de l'équipe qui avait gagné. On avait la photo 7 ans après. Bon, tout le monde avait pris un peu d'embonpoint. Ils étaient à leur petit trophée. Mais alors, ce trophée, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il trône dans le clubhouse de l'équipe de Romagna. Et c'est une belle histoire. Voilà. Vous en avez plein de belles histoires comme ça? Oui, on en a des quantités. Moi, j'en ai une petite particulière là, qui est dans les terres intérieures. Donc, on avait demandé à un agriculteur pour aller faire un peu de détection dans son champ. Il nous a dit, oh oui, pas de... Alors, excusez-moi, pourquoi cet agriculteur, pourquoi ce champ? C'était comme ça, pile ou Voilà. face, vous avez non, fait? Non. Oui, en règle générale, on demande parce que ce sont des champs qui sont propres, qui sont faciles pour nous, pour les détecteurs, parce que quand il y a de la grande herbe, on n'y va pas. Quand il y a de la culture, bien évidemment, on n'y va pas. Donc là, le champ était joli, c'était une connaissance du fameux François. Voilà. Et donc cet agriculteur nous dit, oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Bon, on ramène bien évidemment tout ce qu'on trouve. Et puis nous, en rigolant, quand il nous voit partir, il fait, au fait, si vous trouvez une alliance, c'est celle de ma femme. De votre femme? Ah bon? Il dit oui, on était mariés depuis 3 ans, ça faisait 30 ans quand même, hein, et elle est partie chercher les patates qu'il faisait sur le bord de ce champ, et elle est revenue avec les patates sans l'alliance. Bon, alors on a dit, on ne sait jamais. Et puis bien évidemment, ce qui devait arriver arriva, à un moment donné, un son intéressant, je creuse, et là je vois quelque chose de jaune qui apparaît, l'alliance. Aucune marque, rien, nickel. Quand on l'a ramenée, elle ne nous croyait pas, hein. Au début elle ne nous croyait pas, et elle nous a dit, je dis, mais vous savez comment elle était? Alors se souvenez, mais plus trop bien. Elle dit, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'alliance, la mienne et celle de mon mari, avaient la même gravure à l'intérieur. Je crois que c'était un petit cœur qui était à l'intérieur. Elle a été chercher l'alliance de son mari qui était dans une boîte qui, lui, l'avait mis juste le jour du mariage. Un agriculteur, ça ne met pas d'alliance. Ouais. Et automatiquement, elle a regardé, et là, vous aviez, dans les deux, vous aviez un petit cœur à l'intérieur.